Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Sylvie, une Française extraordinaire et qui a des choses à dire. Elle revient avec nous sur ses 15 années passées à l'île Maurice, nous partage les raisons de son expatriation ainsi que son engagement passionné pour l'éducation des enfants puisqu'elle est à l'initiative de l'ONG Les Anges du Soleil ainsi que de l'école alternative L'Odyssée du Savoir sur l'île. Bonne écoute! Bienvenue sur EcoExpat. Ici, je vous parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger en partant à la rencontre de Français qui ont décidé de sauter le pas. Ce podcast est votre coin pour découvrir des conseils, des échanges et pour mieux préparer votre départ. Allez, c'est parti! Bonjour Sylvie, bienvenue dans EcoExpat. Bonjour Sarah, ravie d'être avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais en France avant ton arrivée à l'île Maurice il y a 15 ans, ce qui t'a motivé à venir ici et quels aspects de l'île t'ont le plus marqué à ton arrivée? J'étais dans le commerce, j'aime le contact aux autres. Ce qui m'a amenée à l'île Maurice, c'est mon envie de changer de vie. Voilà. J'avais à mon goût, une très belle vie en France. Pour autant, arrivé à, je dirais 38, 39 ans, je commençais à me poser quelques questions sur le pourquoi, quel est le but de tout ça. J'étais dans un système, on va dire, un peu de consommation, surconsommation, enfin, voilà, ou de travailler toujours plus. Parce que si on n'avance pas, on recule et c'est quelque chose qui jusque-là ne me dérangeait pas, mais arrivé à 38-39 ans, j'ai commencé à me poser quelques questions. Je suis rentrée pas mal dans le développement personnel, à faire quelques formations, et pour en arriver à la conclusion que cette vie-là, si elle m'avait épanouie, ne m'épanouissait plus. Et que je voulais vraiment changer pour revenir à plus de simplicité, plus d'authenticité et vivre autrement. Et j'ai découvert que, en tout cas, moi, je n'ai pas été capable de le faire en France. C'est-à-dire, on peut se dire juste de déménager, de changer de région, parce que moi, je viens de la région lyonnaise. Alors, je m'étais dit, et si je pars dans le sud de la France? Mais non. En faisant des recherches, je me suis dit, je serais pas connue, je pourrais redémarrer. En fait, l'idée, c'était vraiment de redémarrer complètement presque à zéro, honnêtement. Enfin, ce que j'entends à zéro, c'est dans la plus simple des vies. Donc, ça a été le challenge de trouver, trouver une expatriation. C'est Maurice qui est ressorti. Alors, c'est un projet qui était familial, c'est-à-dire que j'avais mon ex-mari et mon dernier fils, parce que nous avions 4 garçons, mais les 3 étaient grands. Mais le dernier donc n'était plus avec nous. Le dernier en revanche avec 9 ans et donc faisait partie de l'expatriation. Donc on a mis bien sûr différents critères, entre autres les écoles, la sécurité, le climat à jouer et d'autres qui sont intervenus. Maurice est ressorti. Pas tant d'autres pays sont ressortis, parce qu'en fait, il y avait en parallèle de mémoire, il y avait l'Australie, mais qui ne correspondait pas tout à fait au niveau en termes d'âge. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails éventuellement. Mais donc, Maurice, on ne connaissait pas Maurice, nous n'étions jamais venus à Maurice. Excellent. Voilà. On est quand même, alors on a pris la décision de vendre nos affaires en France et de venir vivre plus simplement à Maurice. Une fois qu'on a tout vendu, on a quand même fait un séjour de 3 semaines. Alors juste mon ex-mari et moi, on est venus 3 semaines voir à quoi ça ressemblait quand même. Et puis s'imprégner un petit peu. Moi, je suis de plus en plus sensible aux énergies, mais je commençais déjà à l'époque à l'être, et donc je voulais m'imprégner. On était au cœur d'une autre vie, alors avec ses bons côtés et avec ses moins bons côtés, parce que on était confrontés à plus de pauvreté, ce que nous avions dans notre vie. Je ne suis pas après dire qu'en France il n'y a pas de pauvreté, c'est pas du tout, ce sont pas mes propos, mais à notre niveau on ne vivait
pas ça. En tout cas, on n'était pas confronté à cela. Ce qui m'a plu, alors en premier lieu, ce qui m'a plu, c'est la nature. Parce que l'île, moi je trouve l'île magnifique, j'aime la nature. Hein. Je ne suis pas une grande citadine, je suis plus, j'aime le côté plus naturel de la verdure. Même plus la verdure encore que la mer, à titre personnel. Mais bon, la mer, c'est le plus, bien évidemment. Et puis la douceur. Enfin, j'ai ressenti moi personnellement dès mon arrivée une certaine douceur de vivre et l'accueil des Mauriciens. Parce que vraiment. Pour ça. Ah oui. Là, il faut reconnaître que le sourire, la bienveillance, la gentillesse. Même des fois les non, les oui qui veulent dire non. Parce que j'ai appris, alors des fois à mes dépens, que les Mauriciens ont du mal à nous dire non. Alors quand je dis nous, ce sont souvent les étrangers, ils veulent nous rendre service, mais des fois même quand ils savent pas forcément. Mais c'est pas grave, c'est par gentillesse, le fond est là, est bon et c'est chouette. Tu as fondé l'école alternative l'Odyssée du savoir et l'association Les Anges du Soleil qui soutient l'éducation des enfants défavorisés en finançant leurs frais de scolarité dans les écoles privées, en organisant des collectes de fonds tels que le Trail des Anges et en proposant aussi des activités récréatives pour les enfants. À quel moment, en fait, entre le début de ton expatriation et la réalisation de ces projets, il y a eu un shift dans ta tête en te disant « Ok, il faut que je m'investisse pour la communauté locale et il faut que je crée aussi mon projet ». Ah oui, très intéressant. Alors, en fait, c'est vrai que quand on est arrivé, l'idée, c'était de travailler. Parce que, même si nous avions une situation confortable, on va dire, mais nous n'étions pas rentiers du tout et nous n'avions pas du tout la possibilité de ne pas avoir de revenus. On avait travaillé avec mon mari ensemble. Et l'idée était de retravailler un peu ensemble. Mais alors là, pour être honnête, au fond de moi, j'avais un rêve qui était de m'investir dans l'humanitaire. Je le pratiquais à toute petite échelle les dernières années en France, c'est-à-dire que j'avais intégré l'association, une des associations de Sœur Emmanuel qui était Orange. Alors bon, j'étais plus pour les levées de fonds, mais j'étais pas sur le terrain et je rêvais de faire du terrain. Et quand je suis arrivée à Maurice, j'ai vu que j'allais pouvoir m'impliquer. Et là, j'ai lâchement abandonné mon mari sur le côté professionnel, pour être honnête. Je lui dis, moi j'aimerais quand même pouvoir m'investir dans ce domaine. Je suis allée à la réunion de Tamarin Accueil. Okay. Pour rencontrer un peu du monde. Alors, on est arrivé en juillet et là, elle était le 2 septembre. Je me rappelle très bien, on est arrivé le 15 juillet et la réunion était le 2 septembre. Donc, j'ai eu la chance de les rencontrer très vite. Et il s'avère qu'il y a une ONG qui est venue se présenter et qui est venue chercher des bénévoles et des fonds lors de cette réunion, en fait. Et j'ai sauté sur l'occasion et je me suis impliquée de suite dans l'humanitaire à travers cette ONG qui est le Pont du Tamarinier, qui existe toujours et qui est une très belle ONG à mon sens, alors qui était plus dans le logement, mais avec l'accompagnement aussi des familles. J'ai démarré en tant que bénévole, j'ai fait une année, si je suis totalement honnête, en parallèle, j'avais vraiment besoin de me nourrir de tout ça et donc en parallèle, je suis rentrée dans 3 autres associations. Okay. Et au bout d'un an, par contre, je me suis rendu compte que je mettais quand même beaucoup d'énergie dans ces projets et je me suis dit, je peux pas rester dans 4 associations. Donc j'ai fait le choix du Pont du Tamarinier, de rester pour les accompagner, tout en leur formulant aussi que, j'avais donné un an de bénévolat, mais que j'allais pas pouvoir continuer en tant que bénévole parce que, pour les mêmes raisons qui m'ont amené à Maurice, qu'il fallait que, en plus, le bénévolat, à un moment, ça coûte un petit peu, ne serait-ce que par les déplacements, par l'investissement, enfin voilà. Je leur ai juste précisé que j'allais pas
pouvoir m'impliquer autant que je resterai à leur côté, mais juste en tant que bénévole, mais un peu moins. Et là, ils m'ont fait une proposition de poste, en fait, parce qu'ils m'ont dit, non, ton apport est trop important. Et du coup, donc ils m'ont embauché. J'ai été embauchée par l'association Le Pont du Tamarinier pour commencer. J'ai fait donc là 4 ans. Et puis après 5 ans, donc en tout, sur le terrain, dans cette association. Mais une fois que tout ça a été monté, non pas que je m'ennuyais, mais j'avais plus de valeur ajoutée vraiment. Et je leur ai conseillé, je leur ai dit, mais ce serait peut-être mieux de prendre, parce que mon salaire, alors, qui était pour une expatriée, pour la vie que je menais en France, était vraiment un tout petit salaire, parce qu'à l'époque, en plus, c'était 30 000 roupies. Et oui, voilà. Ça fait 600 € à peu près. Pour donner un ordre d'idée. Exactement. Mais bon, ça couvrait au moins mes frais. Une personne, en fait, c'était le salaire de 3 personnes à l'époque, hein, d'accord, faut quand même le préciser. Et donc, je leur ai conseillé, comme ça roulait, comme les bureaux étaient mis en place, comme je leur ai dit, je pense que ce serait mieux. Alors, j'ai fait l'embauche de 2 personnes, et alors aujourd'hui, ils ont pris leur envol. Il faut savoir que c'est une ONG qui fonctionne super bien et qui a plus de salariés que les Anges du Soleil en ont aujourd'hui. Voilà. Donc, et je suis ravie. Je suis toujours, bien sûr, en contact avec eux et ça se passe. J'aime bien, pour les Anges du Soleil, j'aime bien collaborer aussi avec les autres ONG. Je partais, moi, sur autre chose et sur un autre mode de fonctionnement que ce qui se faisait, parce que c'était quand même l'idée. Alors, est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur la création administrative d'une association en tant que Française dans un pays où le tissu associatif et où le fonctionnement associatif diffère de celui de la France? Ça a été un peu complexe. Et quand on vient, on le sait, hein, que les choses soient claires, on sait qu'on va nous demander beaucoup de choses. Donc, à la limite, si on n'accepte pas, si on n'est pas d'accord, qu'on aille s'expatrier ailleurs, hein, j'aurais tendance à dire. Mais c'est un peu complexe. Il y a une taxe qui a été créée par le gouvernement, qui est une taxe sociale. Hein. Là aussi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est la taxe sociale qui dit que il y a un certain pourcentage qui doit être reversé aux ONG. À l'heure actuelle, parce qu'elle a évolué, elle a bougé pas mal durant 15 ans, mais à l'heure actuelle, il y a une fondation, on va dire, d'accord, qui collecte le plus gros de cette taxe. Après, il reste un petit pourcentage pour les compagnies, enfin les entreprises, donc qui veulent verser en direct, mais ce n'est qu'un petit pourcentage, mais qui est toujours intéressant à prendre, hein, quoi qu'il en soit. Donc en direct avec, par exemple, si j'ai une connaissance qui verse cette taxe, elle peut toujours choisir de me reverser le petit pourcentage parce qu'elle connaît les Anges du Soleil et elle sait le travail que nous effectuons, d'accord? Mais sinon, le reste de la taxe est versé dans cette fondation et après, à nous, ONG, d'aller présenter nos dossiers pour être financés. Ton équipe est constituée de 3 stagiaires qui sont venus de l'étranger pour une mission au sein de l'ONG. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela se passe si on veut s'engager avec ton association et faire une mission éventuellement? Alors là, à l'heure où on parle effectivement, il s'avère qu'ils sont 3. Ils peuvent être jusqu'à 6 selon les demandes. Et ça nous arrive donc d'avoir, selon les périodes, 6 stagiaires. Nous avons la chance d'avoir 2 partenariats. Un partenariat avec la France, donc c'est l'université Excelia de La Rochelle, qui nous envoient ils ont beaucoup, c'est une grosse université, donc ils nous envoient beaucoup de demandes, et après nous on a notre planning, arrivé à 6, on refuse les demandes parce que c'est à la même période en fait aussi. Voilà, ce qui se trouve, c'est que bien souvent c'est à la même période. Et puis en parallèle, on a aussi, alors eux en général ils viennent pour, le plus court je crois que c'est 1 mois et ça va jusqu'à 3 mois. Mais ça passe très vite, hein, pour être honnête, ça passe très très vite, pour eux comme pour nous. Et en parallèle, on a une université suisse qui est HETSL, donc c'est Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. Eux, alors c'est intéressant
parce que les stages, ils sont entre 5 et 6 mois. Pourquoi je dis c'est intéressant? Non pas que l'autre c'est pas intéressant, mais comme je disais, c'est une question de rapidité. Quand on veut s'imprégner, et même pour nous, c'est vrai que c'est plus facile de confier des missions plus longues sur 5-6 mois que sur un mois. Enfin, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, le temps qu'ils arrivent et qu'ils s'imprègnent. Mais quoi qu'il en soit, c'est d'une richesse. Alors, on a ces partenariats, mais pas que, hein, attention. C'est-à-dire qu'on a aussi, bien évidemment, des personnes qui viennent comme ça, sans être chez Excelia ou sans être en Suisse. On a eu des Belges, on a eu des Autrichiens, on a eu, je dois en oublier, qui font des Français, bien évidemment, qui font la demande parce qu'ils nous ont trouvés et qui nous envoient. On a régulièrement encore. Qui nous demandent, là on fait d'après notre planning, toujours pareil. C'est-à-dire que s'il tombe à un moment où on a encore le potentiel de les recevoir, on les reçoit et avec grand plaisir. Si on est déjà à 6, on refuse. Mais autant pour eux que pour nous, parce que on est conscient qu'il faut que leur stage soit riche. Et si on veut qu'il soit riche, il faut qu'il sous aient de la matière. Et comme on n'est pas une grosse structure, au-delà de 6, on a peur qu'ils s'ennuient, qu'ils perdent leur temps et puis de pas savoir quoi leur faire. Donc ce serait dommage, quoi. Et tes stagiaires sont majoritairement francophones? On a parmi nos bénévoles quelques anglophones. C'est un peu plus compliqué parce qu'en réalité nos bénéficiaires sont francophones. L'île Maurice, officiellement la langue parlée c'est le français, mais l'écrit c'est l'anglais. Aujourd'hui, même en termes administratifs, même quand on est un étranger, même si on écrit dans notre langue, donc en français, en créole à l'heure actuelle, français, créole ou anglais, ils acceptent les dossiers sans difficulté. Mais effectivement, pour un expatrié étranger, si on a eu une fois un anglophone, c'est un peu plus compliqué. Il a fait quand même. Il a pu apporter son aide. Oui, il a pu apporter son aide, mais forcément, c'était un peu plus complexe parce que les enfants étaient moins anglophones. Bon, il s'avère que nous, par exemple, là, on a des enfants qui sont scolarisés dans une école anglophone parce qu'ils ont suivi ce cursus anglophone. Avec ces enfants, ils auraient été, maintenant qu'ils ont un peu grandi, parce qu'on les a pris, ils avaient 3 ans, donc l'anglais c'était pas du tout, ils étaient pas à l'aise. Aujourd'hui, forcément, ils ont 13 ans, entre 13 et 14 ans à l'heure actuelle, donc forcément ils seraient plus à l'aise. Et on a une bénévole qui fait le soutien de ces 2 jeunes d'ailleurs pour la partie anglophone. Et justement, comment ça se passe la sélection des familles que vous accompagnez? Est-ce que ce sont des familles que l'on vous conseille? Est-ce que c'est vous qui allez, l'équipe qui va dans les cités pour essayer de voir qui serait ouvert à une aide? Comment cela se passe? Alors, intéressant, ça a évolué, ça aussi. Parce que, en fait, au moment de la fondation, je me suis fait, comme je venais déjà du monde associatif et humanitaire pendant 5 ans, je me suis fait aider des personnes sur le terrain qui étaient déjà dans ce milieu-là. Et là, effectivement, c'est réellement les Anges du Soleil qui sont allés chercher des familles. Alors, on a une charte, il y a la charte qu'on trouve d'ailleurs dans nos communications sur notre site. Il y a la charte de l'ONG, la charte des bénéficiaires et la charte des bénévoles. Parce que, voilà, on a essayé de structurer l'ONG de façon le plus professionnellement possible. La troisième, c'est le partenaire, c'est-à-dire le partenaire scolaire. Donc, on crée des partenariats. C'est-à-dire que l'enfant rentre, mais avec un partenariat de l'école. C'est-à-dire que l'école s'engage non seulement au niveau tarifaire, mais aussi au niveau de peut-être la bienveillance, bien que les écoles apportent une bienveillance à tous leurs élèves, mais une attention peut-être particulière, ou alors un système de fonctionnement, je dirais plus un peu différent, c'est-à-dire de nous d'inclure l'ONG, là où normalement c'est l'école et la famille, là c'est l'école, la famille et l'ONG. La charte des familles, donc il y a toute une étape, c'est-à-dire qu'il suffit pas de faire la demande.
Sur la partie scolarisation surtout, parce que c'est un long parcours qu'on prévoit. Là, je parle des enfants qu'on a eus il y a 10 ans en arrière, et suivre une famille pendant 10 ans, et on n'a pas fini de les suivre, on est d'accord. Donc, en fait, c'est un partenariat qui est tripartite, parce que on a forcément l'ONG, bien évidemment, la famille dont l'enfant, mais l'enfant et la famille, parce qu'un enfant, quand je vous ai dit, on les prend à partir de, même certains, on les met en crèche. Donc à partir de 2 ans. Ah ouais, ils sont tout petits. Ils sont vraiment tout petits. Donc et même à 3 ans pour la scolarisation. De toute façon, un enfant sans les parents à 3 ans, il n'a pas l'autonomie, il peut rien faire. Donc il faut absolument que la famille, elle joue le jeu. Donc on lui fait pas un tableau tout beau, tout rose, hein, c'est-à-dire qu'il a aussi des engagements, il aura aussi des craintes, des choses à vivre, parce que les écoles dans lesquelles nous les scolarisons ne sont pas leur école d'origine, leur école pour lesquelles ils sont prévus. Ce qui fait que ils seront minoritaires en tant que niveau social, en tant que couleur de peau, hein, il faut le dire, en tant que tout un tas de conditions qui font que ils doivent être conscients, et puis ils doivent s'impliquer. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas prendre, en tant qu'ONG, on va pas prendre le relais de la famille. Il faut forcément qu'ils jouent leur rôle à part entière. Alors surtout quand ils sont au début, on les accompagne beaucoup, hein, parce que c'est un monde un peu inconnu pour eux, parce que c'est pas leur milieu de départ, leur milieu d'origine. Donc c'est déstabilisant, même plus pour les adultes que pour les enfants, parce qu'un enfant, c'est un enfant. Hein. À 3 ans, à 2 ans, honnêtement, la couleur de peau, la taille du porte-monnaie, le statut social, il connaît pas, il sait pas ce que c'est. Donc c'est nous adultes qui leur inculquons ça involontairement, certaines fois, et volontairement pour d'autres, mais en réalité, ça n'a pas lieu d'exister. Mais la sélection, elle se fait à travers la famille, pas à travers l'enfant. D'accord. Tout enfant mérite d'être sélectionné. C'est une évidence. Bien sûr. La famille, les critères, là aussi, c'est, alors, qu'on n'ait pas de gros soucis. Il y en a plus de 10, hein, de critères. Mais les premiers, c'est du bon sens, je dirais. C'est-à-dire que pas de famille qui ait de gros soucis de drogue, pas de famille qui ait de gros soucis d'alcool. Non pas qu'on juge ces familles ou qu'on les critique ou qu'elles sont pas à aider. Si, bien sûr, il faut les aider, mais pas à travers ce projet d'inscrire les enfants au sein d'écoles où il va falloir une certaine rigueur, un certain suivi. Il faut que les parents soient présents. On va pas aller aux réunions à la place des parents. Il faut que ce soit le parent qui soit là. Quand il y a une difficulté, on aide, on accompagne. Si le parent en éprouve le besoin, s'il n'en éprouve pas le besoin, là maintenant, après 10 ans, autant vous dire qu'on n'assiste plus aux réunions parce que ils se débrouillent très bien. Et pour ceux qui potentiellement en ont encore besoin, ou envie, parce que moins à l'aise, ou parce que, encore des fois pour certains, la barrière de la langue, le créole par rapport au français, ou des mots, parce que des fois les Français, on est un peu compliqués, il faut le dire, on utilise des mots un petit peu trop pointus, à ce moment-là, nous on fait l'intermédiaire effectivement auprès de ces familles. Pour moi, un enfant, il doit pouvoir réfléchir par lui-même, il doit pouvoir être curieux, il doit avoir des rêves, il doit avoir des ambitions, des envies et c'est ça qu'on essaye. En tout cas, à travers les Anges du Soleil, on essaye de leur créer et pourquoi pas moi? Et pourquoi j'y arriverai pas? Parce que je suis née dans un environnement, effectivement, où tout n'était pas simple au départ. Alors attention, hein, là aussi, j'aimerais revenir en disant, attention, il y a plein de personnes qui s'en sont sorties. Oui. Dans ce contexte-là, on est bien d'accord, mais c'est une minorité. Voilà. Et j'aurais aimé pouvoir créer peut-être un peu plus, parce que j'ai espoir aussi que ceux qui sont passés par les Anges du Soleil pourront retransmettre
aussi, directement, indirectement. Même l'aide qu'on apporte en réalité à travers l'enfant aux enfants, cette vision peut-être d'ouverture aussi sur le monde, de qualité et pas de quantité, et puis de mixité, parce que oui, Maurice est riche en mixité, mais pas que, voilà, une mixité qui s'entraide, bien que les choses évoluent beaucoup quand même, je trouve. Au moment de cet enregistrement, le cyclone Bellal vient de frapper la Réunion et l'île Maurice. Les écoles aujourd'hui sont fermées. Comment l'aide s'organise à l'île Maurice et comment on peut aussi apporter notre soutien à l'ONG Les Anges du Soleil? Effectivement, même si le cyclone n'est pas passé complètement sur nous, il a apporté des dégâts et surtout effectivement auprès des familles les plus vulnérables, forcément. Nous, à l'heure actuelle, encore pas répertorié tous les besoins, mais je sais déjà que, par exemple, au sein de nos familles, nous allons avoir des besoins de matelas, des besoins de linge de maison, besoin de frigo aussi, appareils ménagers en fait qui ont pris l'eau. J'ai pas une liste encore complète à l'heure actuelle, mais à travers notre site, à travers notre page Facebook, on peut communiquer. Si certaines personnes sont aussi intéressées, on peut nous contacter directement, bien sûr, nous téléphoner, et à ce moment-là, on peut expliquer et dire quels sont les besoins et comment on fait pour l'organisation. Parce que je rappelle qu'on est une petite structure et que quand on nous donne, c'est bien aussi de pouvoir nous livrer éventuellement. Bon, après, s'il faut, on s'organise, mais c'est un peu plus complexe, on va dire. Et pour répondre plus globalement, alors c'est vrai que l'ONG Anges du Soleil est plus dans l'éducation que dans l'urgence, ce qui nous empêche pas ponctuellement dans ce genre de cas d'intervenir, mais sinon c'est vrai que ce n'est pas notre vocation première. En revanche, il y a des ONG à Maurice qui ont pour vocation première plus l'urgence. Je pense par exemple à Caritas, qui je sais fait un appel aux dons aussi pour pouvoir... donc eux, je dirais, viseront un peu plus large. Nous, on sera plus cantonnés aux familles de l'ONG Anges du Soleil. Ce qui est déjà bien à notre sens, mais voilà, pour toute transparence et pour vous expliquer pourquoi on n'a pas mis en place une structure d'urgence, par exemple, parce que c'est un plus que nous apportons à nos familles et à nos enfants, bien évidemment. Merci beaucoup Sylvie pour ce parcours très enrichissant. Merci à toi Sarah pour cet agréable moment passé en ta compagnie et pour ta jovialité. Merci. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, nous suivre sur Instagram et pour aller plus loin, télécharger notre quiz pour savoir si vous êtes prêt à l'expatriation. À bientôt!